il a laissé sa vie. Et Anne Guyot a eu le courage de reprendre le récit de sa formation, de sa famille à Saint-Cyr, et votre propre itinéraire d'étudiante et puis de chercheuse. Et c'est à nouveau un livre très complexe, très riche, mais qui a en son centre tout de même le gros problème de ces jeunes gens qui ont laissé leur vie en Algérie, dans des conditions qu'elle relate aussi qui sont extrêmement surprenantes, inattendues, difficiles. Et tout cela donne un livre prenant, intéressant, et nous allons en discuter. Anne, vous appelez Anne ? Oui. Il y a une partie de votre livre qu'on peut évoquer peut-être rapidement. Ce sont vos formations à tous les deux. Comment avez-vous formé ce couple à partir de familles, de paysans. Alors, je n'ai pas bien compris si c'est Finistère, Côte du Nord, c'est aux limites. Alors, merci déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand événement aujourd'hui, donc ces jours-ci à Palma. Merci beaucoup. Je suis venue donc de Morlaix, qui est ma résidence actuellement. J'ai été longtemps, je suis née, mes parents étaient à Guiclan, c'est le Nord Finistère, c'est en plein pays Léonard. Et ensuite, j'ai fait des études et j'ai été longtemps à l'étranger, l'Afrique noire, Madagascar. Puis je suis rentrée en France et toujours à la faculté. J'ai enseigné la sociologie pendant plus de 35 ans. Et voilà, je suis retraitée depuis 2003. Je continue à écrire. Et bien sûr, il était peu probable. Je suis née en 40. Ce jeune homme qui est mort en Algérie était né en 38. Et nous étions tous les deux des petits-fils de paysans, mais de la paysannerie, vous savez, les fermiers qui paient la Saint-Michel chaque année au mois de septembre. Nous étions donc, mais voilà, nous étions 3 filles. De son côté, il y avait 2 filles, 2 garçons, et les instituteurs ou les prêtres, les religieuses remarquaient souvent ces enfants en bonne santé, l'esprit à l'air bon, calcul mental, et on dit tiens, voilà une graine qui ferait peut-être le bonheur de la congrégation. Moi, à 11 ans, on m'a mis dans un petit juvénat en disant ça fera une religieuse. Ma grand-mère en était ravie et bon, ça ne s'est pas fait. Du côté de Raymond, il n'y a pas eu probablement l'idée d'en faire un prêtre, mais tout de même, il est allé au collège privé, et ensuite à l'école, au secondaire, Charles de Foucault à Brest, une institution qui l'a préparé au baccalauréat. Moi, je suis allée à Morlaix, Notre-Dame-du-Mur, et nous avons eu nos baccalauréats dans les années lointaines, moi en 58, lui en 56. Bien sûr, ce temps très ancien, je l'avais oublié, volontairement je pense oublié parce qu'il a été douloureux, mais avec le temps et le temps qui passe, la rencontre des anciens d'Algérie, les appelés d'Algérie, les rappelés, ceux qui sont nés entre 35 et 42, tous ces jeunes gens aussi, et d'autres, les familles, pensent à cet épisode très tragique de la guerre d'Algérie. Et ça a eu des répercussions sur moi-même. J'ai écrit beaucoup de livres, mais sur toute autre chose. Et je me suis dit, l'Algérie, c'est vrai, ça a changé ma vie.
je vous dirai comment ça a changé ma vie. J'ai donc fait mes études. Bien sûr, je ne suis pas devenue religieuse. J'étais devenue institutrice. Et en 1960, je commençais déjà ma 3e année d'institutrice au collège Saint-Joseph à Landivisiau. C'était une école de frères. Cette école existe toujours, bien sûr. Et j'ai été donc recrutée tout de suite. Je passe le bac début juillet. Et je suis le 20 septembre dans une classe de 7e, CM2, 40 garçons de 11 à 14 ans. Sans expérience, mais j'ai eu un frère, que le frère Constantin m'a beaucoup aidé. La vie était belle. J'avais 20 ans en 1960. Mon fiancé, Raymond Messager, s'apprêtait donc à commencer sa carrière. L'été 1960 a été un bel été. Nos parents étaient vraiment heureux de notre rencontre. Les fiançailles ont été célébrées. Et pourtant, il y avait ce fond de guerre d'Algérie. Et tous les jeunes officiers, tous les sous-lieutenants allaient bien sûr en Algérie. Mais comment se fait-il? Une certaine inconscience, peut-être aussi une sous-information, et surtout une absence de conscience politique, car j'étais vraiment restée chez les religieuses, un peu dans l'esprit, le monde est ce qu'il est, mais contester l'ordre social n'était pas dans mon état d'esprit. Et les vacances se terminent et je vous dis comment le drame s'est déroulé. Le 17 août 1960, sur le quai de la gare de Landivisiau, je fais mes adieux au sous-lieutenant en disant à l'année prochaine on se mariera dès que tu auras une permission, et il l'avait généralement au bout d'un an. Il prend le train, débarque à Marseille. À Marseille, il prend l'avion et le soir même, il arrive à Philippeville. Philippeville, c'est l'est de l'Algérie, c'est la côte, bien sûr, et c'est là Philippeville, qui se nomme aujourd'hui Skikda. C'est là que débarquaient les soldats, les sous-officiers, les officiers qui devaient rejoindre l'est de l'Algérie. D'autres débarquaient à Alger, d'autres dans d'autres ports. Il arrive à Philippeville et il reste donc dans ce port. Il nous envoie des lettres à moi-même, à son cousin, en disant « Joliville, il fait très chaud à la fin du mois d'août. » Et puis, ils font encore des sauts en parachute, parce qu'il avait aussi son brevet de parachutiste. Et il part. Il part le 12 septembre pour rejoindre son poste au cœur des Aurès. C'est pour ça que j'ai intitulé le livre « Une embuscade dans les Aurès ». Les Aurès ou l'Aurès, hein, ça on peut dire au singulier ou au pluriel. C'est un massif montagneux qui a été assez rude, mais comme la Kabylie, comme d'autres lieux en Algérie. Il part donc, mais il ne part pas seul, il part dans un convoi. Un convoi, c'est une enfilade de camions qui se succèdent à une distance réglementaire, et ces camions sont remplis à la fois de soldats qui sont d'origine européenne, française, des appelés, mais aussi une grande partie de harkis, c'est-à-dire des hommes algériens, mais qui ont choisi de servir dans l'armée française. Je ne sais pas exactement dans quel camion il se trouvait, mais j'ai eu tout de même des témoignages par toutes les recherches que j'ai pu faire. Le convoi arrive aux gorges de Tiganimine, c'est-à-dire presque aux gorges de Tiganimine. C'est là où avait démarré la guerre par un attentat en 1954. Et là, un attentat, une embuscade. Imaginez le paysage, une route, et des deux côtés, ce qu'on appelle les djebel, les montagnes abruptes, mais rocheuses, avec des genévriers, des petits arbustes. Bien sûr, l'embuscade était préparée. Et ce que les Français savaient, c'est que du côté français, on avait des informateurs sur les déplacements de nos ennemis, qu'on appelait les hors-la-loi ou les félagas. Mais les félagas eux-mêmes avaient leurs informateurs, savaient que le convoi dépassait, et certains m'ont même dit, probablement savait-il qu'un nouveau sous-lieutenant arrivait au poste de Kout. Kout, c'est la petite localité où était le poste militaire.
Et bien sûr, à 7h moins le quart du soir, eh bien, on tire de droite et de gauche. Le sous-lieutenant sort du camion. Le chauffeur lui dit « Couchez-vous, mon lieutenant ». La meilleure façon d'échapper, c'est de se coucher sous le camion, mais le sous-lieutenant n'a pas eu le temps. Il sort son revolver, ils ont tous cette arme, et il reçoit une balle en plein cœur avant qu'il ait même pu voir où était l'ennemi. Voilà le drame. Il a 22 ans. Et il a donc préparé longuement cette vie militaire, ce qui, bien sûr, m'a posé problème. Au moment où j'écrivais le livre, je dis comment, tout de même, en pleine guerre d'Algérie, peut-on avoir cette vocation d'officier? Il était beaucoup plus prudent de devenir ingénieur agronome, médecin ou je ne sais quel autre métier, non. Et j'ai réfléchi sur cette vocation. J'ai trouvé beaucoup de documents pour dire, finalement, dans nos écoles chrétiennes, hein, et elles ont été extrêmement nombreuses et vigoureuses jusqu'à l'époque de notre jeunesse, eh bien, il y a une parenté, j'ai découvert, entre la vocation religieuse et la vocation militaire. Au fond, la vocation religieuse, c'est dire, eh bien, je vais dépasser mon propre désir, mon propre objectif, je vais servir, et servir, bien sûr, la chrétienté, et on va vers le séminaire. Et je lis encore aujourd'hui, mais des ouvrages très récents sur Toi l'officier, écrit par un très grand officier français, l'idéal militaire, défendre la patrie. Bien sûr, on n'est plus sans doute menacé par les cohortes de 1939-40 ou 14-18, mais il y a toujours des ennemis de la France. Et il y a toujours des jeunes gens qui sentent cet appel. J'ai essayé de comprendre, bien sûr. Son parcours est le parcours d'un garçon intelligent qui se distingue à 11 ans parmi ses camarades, qui entre en 6e et qui fait son parcours, bien sûr. Le parcours pour devenir sous-lieutenant, c'est assez simple. Il faut préparer le concours d'entrée à l'école de Couët-Quidan, Saint-Cyr-Couët-Quidan. Certains d'entre vous voient, ça se trouve dans la forêt de Brocéliande, un peu avant Rennes. Et ce concours se prépare dans les lycées et prytanées militaires. Les lycées militaires, il y en a plusieurs en France. Il se prépare aussi dans des institutions non militaires. Raymond Messager, ce jeune homme donc, qui est mort en 60, avait préparé son entrée à Saint-Cyr au collège Saint-Vincent de Rennes. Je vois encore aujourd'hui, on prépare encore aux carrières commerciales ou même, je pense, les carrières militaires. Il entre à Saint-Cyr et c'est un parcours que j'ai relu avec beaucoup d'attention. J'ai eu, grâce à une jeune femme capitaine, elle m'a envoyé des archives de la Défense, ces archives sont au château de Vincennes, à Paris, m'a envoyé des dizaines et des dizaines de copies de différentes sources. À la fois le livret militaire, comment s'est comporté ce jeune homme. Alors le jeune homme était brillant puisqu'il a réussi son concours en 1 an, d'autres mettaient 2 ans, d'autres 3 ans, et il est jeune, il entre à 19 ans à Saint-Cyr et on le note. Bonne tenue, évidemment c'est un enfant né dans la société paysanne, on a le souci de la correction, on n'a pas l'esprit délinquant, mais il est aussi très bon en sport, très bon en tactique militaire, j'ai découvert tout ça, mais il manque un peu d'aisance. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans les bulletins de 1959, 60, 58, 59, on mettait ainsi
bien sûr, qui étaient les instructeurs? C'était des officiers supérieurs souvent fils d'officiers supérieurs, et aussi sans doute assez imbus de la classe à laquelle ils appartenaient. Et ils devaient trouver, et je l'ai su par d'autres jeunes gens d'origine paysanne qui ont aussi fait Saint-Cyr, nous étions les ploucs. Les ploucs, c'est-à-dire, sans doute nous ne savions pas très bien tenir notre fourchette, ou bien peut-être nous n'avions pas cette aisance que l'on acquiert quand on est fils de colonel. Il y a quelque chose dans le savoir-vivre, l'allant, l'allure, et on mettait donc, ne sera jamais un officier très brillant, mais fera certainement un très bon officier instructeur. Bon, et je me dis, voilà, les fils de paysans gardent un peu de boue à leurs sabots ou à leurs souliers, et je me dis, moi qui suis devenue professeur d'université, je me dis, probablement on a dû écrire la même chose. Sera un bon enseignant, mais ne sera jamais une intellectuelle brillante. Je me contente de mon sort. Voilà notre histoire. Mais bien sûr, je ne pouvais pas écrire cette histoire qui m'est revenue assez facilement. Je ne pouvais pas l'écrire sans parler de la guerre d'Algérie et le regard qu'aujourd'hui on peut porter sur cette terrible période. Dis-moi ce que je dois dire. C'est très bien. Oui. Est-ce que... Oui. Ah oui. Ah oui. Oui. Oui, on pourrait développer à l'infini la situation du jeune homme face à ses professeurs, au gradé, oui. qui le regardent, qui le notent, qui font des commentaires. C'est notre armée française. Oui, notre armée française a été tout de même plus humaine que l'armée américaine. L'armée américaine a conservé son attitude raciste très longtemps. Elle a considéré en 14-18, non, en 17, quand les Américains sont venus, c'est vrai, des Noirs, des Américains noirs ont été enrôlés et ont combattu. Mais en 39-45, les Noirs américains n'étaient pas jugés assez fiables. C'était pas des soldats d'action, mais des soldats d'intendance. D'intendance, c'est-à-dire conduire les camions, les pièces détachées, le ravitaillement, mais pas des soldats. Il y avait dans l'armée américaine de 39-45 encore du racisme. Le temps passé. Aujourd'hui, quand nous voyons des détachements d'armée américaine, c'est souvent des Noirs. Mais l'armée française n'était pas raciste, bien qu'elle a intégré, bien sûr, les éléments des pays colonisés. Mais il y restait un certain racisme de classe, bien sûr, c'est-à-dire l'extraction, la naissance, faisait de vous, d'emblée, quelqu'un qui réussirait. Et puis, les autres, plus besogneux, c'était un peu les bourrins, vous savez, ou les chevaux de trait qu'on vénère dans notre Léon. C'est des bêtes robustes sur qui on peut compter. Et nous étions, nous les enfants de paysans, un peu ces gens fiables, robustes, sur qui on peut compter. Mais il vaut mieux parler de la guerre d'Algérie, et même si, c'est vrai, aujourd'hui, on peut, pas tout à fait, mais on peut tout de même en parler mieux que lorsque les appelés et les rappelés rentraient chez eux. Quand ils sont rentrés en 60, 61, ils sont rentrés progressivement. Je vous rappelle la guerre d'Algérie, 54-62, 1954-1962. Par vague, par classe, par demi-classe, ils ont rejoint l'Algérie. Ils sont rentrés et presque tous les anciens appelés ont dit, ceux qui peuvent encore nous dire leur expérience, on n'a pas pu parler de notre expérience. Quand nous sommes rentrés, on n'avait pas envie, et d'ailleurs, nous avions sans doute l'incapacité de parler de ce que nous avions vu. Bien sûr, certains ont pu vivre une guerre d'Algérie relativement confortable. On était secrétaire du capitaine, on avait
un poste administratif. Bon, mais beaucoup de jeunes gens qui avaient eu très peu de formation militaire, eh bien, ont dû affronter le pire, c'est-à-dire la mort qui rôde autour de vous, vous ne savez pas d'où elle vient, et elle sombre et emporte vos camarades. La guerre d'Algérie a marqué beaucoup d'hommes qui sont rentrés, apparemment sans blessure extérieure, mais pour beaucoup blessés intérieurement. Et certains ont eu quelques peines à vivre leur vie de mari, de père de famille. Certains même n'ont pu trouver que dans l'alcool un appui pour pouvoir poursuivre cette vie qui leur semblait trop difficile. Je vous dirais que c'est quand même un événement pour toute cette classe d'âge. 1 500 000 Français ont été en Algérie à un moment ou à un autre. 18 mois, 20 mois, certains ont fait 28 mois, au moment les plus difficiles. Merci beaucoup, merci. Et on peut dire aussi qu'il y a eu des réfractaires, il y a certains qui n'ont pas voulu faire la guerre. C'était des jeunes gens qui avaient une conscience politique très affirmée, politisée, c'est-à-dire non, nous ne pouvons pas. Alors certains affiliés au Parti communiste français, d'autres à des groupes divers. En tout cas, il y a eu des objecteurs de conscience, il y a eu des insoumis, il y a eu des réfractaires. Un de mes amis historiens, Tramor Kemener, a fait sa thèse sur ce sujet. Il estime environ 17 000 jeunes gens ont refusé la guerre d'Algérie. Alors, soit ils ont pu rester en France parce que le commandant était extrêmement compréhensif, et certains ont fait quand même leur classe et ont quand même été en Algérie. On a fait en sorte de les surveiller, car bien sûr c'était des agents d'une propagande qui n'était certainement pas souhaitée par l'armée. Il y a eu donc à peu près 17 000 qui ont eu ce statut de refus de la guerre d'Algérie. Les morts, il y a eu des morts, bien sûr, il y a eu, on compte, entre les militaires de carrière et les appelés, certains disent, j'ai pris les chiffres de Benjamin Stora, un historien qui fait autorité sur la guerre d'Algérie, 24 000 tués, et 24 000 dont 3 000 officiers, un officier par jour, pensons à 6 années de guerre. Ce n'est pas l'hécatombe, bien sûr, de 14-18, ce n'est pas l'hécatombe même de 39-45 qui a été plus meurtrière, mais il faut dire tout de même, ça a été 24 000 ou 27 000, les chiffres varient suivant les sources. Ce sont des familles qui ont été frappées par une guerre qu'on n'avait pas souhaitée et qui n'était pas non plus les guerres anciennes. On est envahi par l'ennemi, on repousse l'ennemi, on maintient l'ennemi à la frontière, je pense à 14-18. Non, c'est une guerre tout à fait moderne, tout à fait particulière. J'ai lu, alors, j'ai vu beaucoup de films, savez-vous, tous les films sur le débarquement, bien sûr, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. J'ai lu beaucoup d'ouvrages, j'ai même lu l'ouvrage de Trinquier, qui est un colonel qui a écrit le précis de la guerre révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est finalement cette guerre moderne, qui n'est plus un front contre un autre front, qui n'est plus ces vastes qu'on voit dans les films, ces vastes plaines couvertes de tanks avec l'infanterie qui suit et qui attaque, ou alors... Non, pas du tout. Il faut bien dire que la guerre d'Algérie, c'était une guerre de la guérilla. Guérilla voudrait dire peut-être petite guerre, mais c'est une guerre tout de même réelle. Les Algériens ont estimé que leur source d'inspiration, bien sûr, était la méthode chinoise, la méthode déjà utilisée au Vietnam, harceler l'ennemi par petits groupes,
15 personnes bien installées dans le Djebel, ayant une portée de vue sur la route où passe le convoi, mais également sachant que la compagnie, parce qu'ils sont bien renseignés, sachant que la compagnie va faire sa prospection à telle heure, eh bien on harcèle, on tue. On ne tue pas des milliers de personnes, mais c'est quelques unités. Bien sûr, la réaction, c'est également l'expédition et autant que possible, grâce aux informateurs, c'est la répression. La guerre d'Algérie a eu toutes les formes de cruauté humaine possibles. Toutes les formes de cruauté. Bien sûr, ce dont je vous ai parlé, l'embuscade, l'attentat, mais il y a eu aussi dans la ville d'Alger, et certains qui ont beaucoup étudié la guerre d'Algérie se souviennent de ce qu'on a nommé la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, c'était au fond le pari du général Massu de débarrasser la Casbah d'Alger de ses chefs félagards du FLN qui se logeaient dans cette ville. Pour ceux qui ont parcouru la Casbah, ils savent que c'est vraiment un terrain favorable à la cachette, à la dissimulation. Ils étaient très puissants. On peut estimer peut-être une présence de plus de 1000 combattants dans cette Casbah, protégés par les cousines, les cousins, par les frères, et qui envoyaient alors dans la ville, la grande ville d'Alger, la ville européenne, tout ce qu'ils pouvaient trouver pour créer des attentats. Cette partie de 1957 est une partie très cruelle. Et il y a la cruauté des deux côtés. Vous avez donc ces attentats qui font suite à des tas d'autres conflits, et vous avez la répression par l'armée française. Bien sûr, c'est insupportable. Vous voyez, j'ai décrit souvent cette scène que j'ai vue dans tel film ou dans la jeune fille à l'européenne, c'est une Algérienne, elle est du côté du FLN, c'est son cousin, son ami. Elle est porteuse d'une bombe. On a vu ça dans les films. Elle est très élégante. Elle a un cartable. Elle a peut-être un sac à main. Elle a des escarpins blancs, très jolis. Et puis elle va au café, parce qu'à cette époque, bien sûr, on va au café. C'est des cafés ouverts aux Européens, mais aussi aux Algériens qui le souhaitent et aux Algériennes. Cette jeune fille pose son cartable au pied de la table, consomme une limonade, où elle sait parfaitement l'heure d'explosion, elle paie sa consommation, s'en va, ça explose 2 minutes après. Ces explosions dans les cafés ont été très fréquentes, très nombreux. L'armée française supportait de moins en moins, c'est ce qui a valu donc ce travail d'anéantissement du FLN dans la Casbah. J'ai découvert, en faisant mes recherches, que la guerre d'Algérie avait utilisé toutes les formes d'élimination d'ennemis. On tue son ennemi quand on peut, on le capture quand on peut, on le capture vivant autant que possible, et on le soumet à la question. La guerre d'Algérie a été une période où on a pratiqué la torture pour essayer d'obtenir le renseignement. On a là un pauvre R dont on ne sait pas très bien les connaissances qu'il a sur la compagnie, la Katiba, comme il disait, du FLN. On l'interroge, et vous savez, les armes que l'on utilisait, à la fois la baignoire, à la fois gonfler le ventre d'eau, mais aussi l'électricité. Des appelés ont dit, on me demandait de prêter ma radio de temps en temps, et je la donnais bien sûr, et ils savaient que ce n'était pas pour envoyer des messages, mais pour un autre usage. La torture, elle a été longtemps niée ou déniée, enfin, et puis peu à peu, il y a eu bien sûr, il y a eu des écrits déjà pendant la guerre d'Algérie.
la torture. Il y a eu aussi la lâcheté des hommes, des pages du conflit qui ne sont pas, très honorables. On a donc ce brave homme, on l'a interrogé. Peut-être a-t-il dit ce que le capitaine voulait savoir, où ils sont là-bas, peu importe. Il a dit, il a nié, il a résisté. S'il n'est pas mort à la suite de cet interrogatoire, on le chasse de cette case où on fait des interrogatoires, et un soldat, un appelé souvent, est prié avec un fusil bien sûr chargé, prié de l'éloigner, et puis arrivé à quelques centaines de mètres, eh bien on fait ce qu'on dit la corvée de bois. La corvée de bois, c'est de descendre l'ennemi en lui tirant dans le dos. Et bien sûr, cela a été pratiqué très souvent. La corvée de bois, c'était l'élimination par les armes des gens soupçonnés, des félagas soupçonnés. Je dirais que de l'autre côté, la cruauté a été égale. La cruauté des soldats du FLN, des hommes, des femmes, il y avait des femmes dans l'armée du FLN, la LN, l'armée de libération nationale, la cruauté a été égale. Quand nous avons découvert en France, en 1956, l'embuscade de Palestro, c'est resté dans la mémoire de beaucoup de gens. Palestro, un peu au sud-est de Alger. 22 jeunes soldats, commandés par un jeune lieutenant, Arthur, un lieutenant de réserve, vont en opération. En opération, c'est-à-dire voir où est l'ennemi, le débusquer si on le rencontre. Eh bien, une terrible embuscade, 22 jeunes gens. Ils ne rentrent pas le soir d'opération. Or, on doit rentrer, pas tous forcément. Il y a quelquefois des tués, mais on rentre. On ne rentre pas. Le soir même, bien sûr, on lance les recherches et on trouve dans une partie montagneuse où vraiment cette section est tombée dans une embuscade, on trouve les jeunes gens, 20 jeunes gens tués, non seulement tués, déshabillés, volés, les armes sont parties. Ils sont maltraités, émasculés, et 2 d'entre eux ont disparu. Ils ont été pris comme otages. On retrouvera, l'un d'entre eux pourra survivre, l'autre sera tué au moment où l'armée française tente de libérer. L'embuscade de Palestro a été un choc pour toute la nation française, 56. On ne se rendait pas compte de la cruauté et aussi des dangers. Et les jeunes gens venaient à la fois de la région parisienne, de Normandie, un peu partout en France. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement français a mis un peu les journalistes au pas. Il ne faut pas relater les événements qui se produisent en Algérie. La censure a désormais fonctionné. Elle a commencé déjà avant Palestro, mais par la suite, on a dit tout ça, tout révéler, tout ce qui se passe en Algérie, les attentats, les bombes, les incendies, l'élimination des gardes forestiers, l'attaque même, l'attaque bien sûr des grandes concessions, des grandes maisons de colons, etc. Tout cela est très mauvais pour le moral des troupes et le moral bien sûr des familles françaises. Et à partir de là, un certain silence est tombé sur les événements. Mais bien sûr, on continuait tout de même à connaître cette guerre terrible. Elle aurait pu être plus courte. Elle a été déclenchée bien sûr en 1954. Le mouvement qui s'est constitué dans ce fameux FLN mûrissait depuis des décennies. Le désir de secouer la colonisation française en Algérie était née depuis longtemps. Déjà à l'époque de la guerre, je rappelle la conquête de l'Algérie, 1830.
Eh bien, déjà en 1914-1918, certains Algériens qui ont été mobilisés pour la guerre 14-18 sur nos frontières ont changé d'état d'esprit. Ils se disent, ce n'est pas possible, nous n'allons pas mourir pour notre colonisateur. Nous aussi, nous devons garder notre sang pour notre libération. Entre les deux guerres, entre le mouvement nationaliste se raffermit et en 39-45, encore quantité des dizaines de milliers d'Algériens ont été mobilisés. Ils ont fait leurs armes, ils ont appris le métier de la guerre. Pendant la guerre 39-45, certains en Italie, d'autres en France. En 1945, au moment de la libération de la France, il y avait une population algérienne déjà gagnée à l'idée d'indépendance. La France, cette grande nation souveraine si puissante, a été vaincue par l'Allemagne. Eh bien, elle n'est peut-être pas aussi forte que l'on dit. Il est temps que nous secouions cette oppression coloniale. C'est vrai que c'était une oppression coloniale. Beaucoup des leaders du FLN ont été des soldats de l'armée française pendant la guerre 39-45. Certains étaient sergents, d'autres caporaux, d'autres... Il y a même eu un ou deux officiers, je crois. Eh bien, une fois retournés au pays, certains ont gardé l'idée de se concerter et la guerre a été déclarée le 1er novembre 1954. Elle a éclaté un peu partout, la guerre. Ça n'était pas une guerre, c'était des troubles. Ici, une bombe éclate. Là, un silo d'essence prend feu. Là, une bombe éclate à la radio d'Alger. Là-bas, dans les Aurès, on tire sur un caïd, le caïd Sadok, qui était un ancien soldat français et qui tenait tête à ces voyous. Il a été tué et en même temps que lui, le jeune instituteur Guy Monroe, qui arrivait dans les Aurès, instituteur avec sa femme, je ne me souviens plus de son prénom, et ils ont été tués ou blessés. La femme a été simplement blessée. Là, le début de la guerre était des escarmouches. Il y en a eu une trentaine dans toute l'Algérie. Ça n'a pas ébranlé la France essentiellement, terriblement, mais la simultanéité de tous ces attentats dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre a quand même alerté. Il y a donc une organisation pour que tout ça saute en même temps dans cette nuit-là. C'est là que la guerre commence. Elle ne fera que s'intensifier. Et bien sûr, elle atteindra des degrés de gravité progressive. On a cru un moment, quand le général de Gaulle, qui n'était pas encore président, est arrivé en Algérie en juillet 58, on a cru qu'il allait, par la force de son passé, mettre fin à cette guerre. Non, pas du tout. Il a semé un peu de l'illusion chez les Pieds-Noirs. Et puis, cela a continué. La fin de la guerre d'Algérie a été aussi terrible, parce que nous savons bien que l'Algérie, c'était à cette époque-là 9 millions d'Algériens, 1 million d'Européens, d'origine européenne, qu'on appelle Pieds-Noirs. Il y avait aussi, bien sûr, des dizaines de milliers d'Algériens passés du côté de l'armée française. Au moment donc des accords d'Évian, on peut dire que c'est la fin, c'est le début de la fin. L'indépendance a été proclamée au 1er juillet et il y a eu à partir de ce moment-là, vous connaissez bien, le retour assez désordonné et en tout cas un retour assez dramatique des Européens, l'un quittant son épicerie, l'autre son exploitation, l'autre sa pharmacie, et tous ces gens débarquant à Marseille, souvent à Marseille mais pas seulement, et pour lire une banderole
que les Marseillais mettaient sur le port. Pieds noirs, rentrez chez vous. Et chez eux, où étaient-ils? Certains se sentaient vraiment chez eux en Algérie. L'arrière-grand-père était arrivé en 1870, les pères, les grands-pères. Il y a eu, bien sûr, donc, dans les populations qui ont souffert de la guerre d'Algérie, il y a eu, bien sûr, ces Européens transplantés par la force des choses. Vous vous rappelez du slogan « La valise ou le cercueil ». Cela voulait dire « On n'a plus besoin de vous, il faut rentrer ». Mais bien sûr, où ont été les plus grands dégâts de la guerre d'Algérie, c'est chez les Algériens eux-mêmes. 300 000, 400 000, on n'est pas très affiné. 300 à 400 000 Algériens ont perdu la vie, soit dans les combats, dans les répressions, dans les conflits interethniques, parce qu'il y avait aussi des éliminations. Beaucoup aussi sont morts, précipités vers la mort par les déplacements, la désorganisation. L'Algérie a payé très cher. Une partie des Algériens a encore payé cher. Ceux qui avaient pris le parti de servir l'armée française ont bien sûr, ceux qui n'ont pas pu rentrer en France, une petite fraction a pu rentrer en France, ils ont été éliminés en grande partie. Qui a encore souffert de la guerre d'Algérie? Je l'ai dit au début, les jeunes soldats français, ces ouvriers, ces jeunes paysans, ces comptables, qui au fond n'avaient aucun appétit pour la guerre, qui étaient déjà installés, certains déjà mariés, les rappelés en particulier. Ils ont aussi souffert de ce déracinement qui leur a été imposé. Ils sont revenus souvent avec de lourds secrets qui les a accompagnés toute leur vie. Ils ont souffert, certains ont pu en parler, aujourd'hui bien sûr, beaucoup de témoignages existent. Et puis, certains ont souffert, les militaires français, leurs familles, les pères et les mères de famille, les fiancés comme moi. Et bien, on a souffert, bien sûr, de cette guerre d'Algérie. Moi qui étais si naïve pendant cette guerre, la vie était belle, j'avais 20 ans, j'étais institutrice, je me serais mariée avec cet homme pour qui je partais pour la vie. Eh bien là, ça a été le coup d'arrêt. J'ai écrit dans mon livre, j'ai vécu à cause de ce choc, mais il y en a d'autres, la mort brutale est toujours un choc pour n'importe qui. J'ai vécu dans un état un peu, je dirais, dépressif. C'est-à-dire, je ne voyais plus, mais qu'est-ce que je vais devenir? En somme, j'avais tout misé sur ce mariage, sur cette vie commune, et je dis, j'avais l'impression qu'il y avait une partie de moi-même qui était anéantie. Et je suis restée quand même quelques mois dans une sorte de repli, des idées me sont venues. J'ai fait rire beaucoup de gens avec ça, mais maintenant j'en ris. Comme j'avais été... Ma grand-mère était très pieuse et on avait estimé que vraiment, pour lui faire plaisir, il faudrait que je sois religieuse. Il m'est resté de ces premières années au Juvénat une culture religieuse. On allait beaucoup à la messe, tous les jours d'ailleurs. On priait beaucoup, on chantait le grégorien. Enfin bref, on s'imprégnait de la vie religieuse, on nous préparait à la grande congrégation religieuse qui devait nous attendre et nous accueillir comme novices. Puis bon, au moment de la mort de ce fiancé, Raymond, toute cette culture religieuse est remontée à la surface. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la souffrance, et quand vous avez pu voir autour de vous des gens, c'est drôle, elle fait ça ou elle devient... Eh bien moi je suis devenue une vraie bigote à la messe encore tous les matins. Je me souviens dans l'église froide, sombre. Eh bien, il fallait que je rencontre Dieu. Dieu qui était monté très haut, très loin. Je n'en avais pas souci. Eh bien, j'avais l'impression que j'avais retrouvé cette proximité et que, probablement, puisque Raymond était mort,
Eh bien, ma vocation première devait être la mienne, c'est-à-dire entrer au couvent. J'ai pensé au Carmel. Et je m'en suis ouverte au recteur qui, très paternellement, me rendait visite. Je dis, je crois que je dois être religieux. Et il me dit, oh, c'est pas sûr, c'est pas sûr. C'était un homme qui n'allait pas immédiatement cueillir la brebis boiteuse et la mettre au couvent. Non, pas du tout. Il dit, non, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Écoute, si tu veux savoir vraiment ce que tu vas devenir, et il me disait, tu devrais reprendre tes études, tu aimais la philo, tu devrais reprendre tes études. Moi je dis, je n'en suis pas capable, et puis je crois que c'est pas ma voie, je vais encore me tromper. Et donc j'ai fait une retraite fermée à l'Esnevin, et pour apprendre d'un aumônier qui avait aussi beaucoup de sens humain, il me dit, il n'est pas sûr du tout que vous ayez la vocation. Si vous aviez la vocation, vous ne seriez pas venu chercher. Si vous aviez, ça serait une évidence pour vous. Donc vous n'avez sans doute pas la vocation, vous devez vivre et vous vivrez comme... J'étais soulagée, je me suis dit, ah, je peux continuer à vivre. Continuer à vivre, peut-être même à aimer quelqu'un d'autre plus tard. J'étais soulagée, j'ai repris mes études, j'ai commencé alors... Je dois dire que j'ai eu de temps en temps quelques poussées anticléricales. Mais je dois dire aussi que j'ai eu l'attention affectueuse du vieux recteur de Guiquelon, M. Lazenec. Il m'aimait comme une fille qui aurait été malmenée par le destin. Et il me dit, écoute, tu vas reprendre tes études, tu vas t'inscrire par correspondance, tu vas faire des dissertations de philo. Et j'étais là, entre le chagrin, mes copies d'écoliers, parce que j'avais repris mon enseignement, et mes dissertations de philo. Et puis, le temps fait son œuvre. Les blessures physiques finissent par cicatriser. Les blessures morales, heureusement, souvent arrive à cicatriser, et peu à peu. Et puis je me suis inscrite, évidemment, propédeutique à Brest, et puis ensuite la Sorbonne à Paris, un bonheur. J'avais oublié mon malheur, j'avais tourné le dos à l'Algérie, j'avais tourné le dos à ce jeune homme qui m'avait entraîné dans l'illusion. Et j'ai été passionnée par la sociologie. 4 ans plus tard, j'ai épousé un ingénieur agronome. Je suis partie en Afrique noire et à Madagascar. Moi comme sociologue, lui comme agronome. Nous avons eu une vie intéressante. J'ai eu une fille née en 67. Et puis la vie a continué passionnément. Et ce n'est que très longtemps après que j'ai pensé, ah, je n'en ai jamais parlé. Beaucoup de gens ne savaient pas que j'avais eu ce jeune fiancé à 20 ans. Beaucoup, sauf mon entourage proche et ma parenté. Et j'écris ce livre, une sorte d'adieu fait trop vite à ce jeune homme. Une sorte, oui, la cérémonie des adieux. C'est-à-dire, on prend le temps de dire au revoir à quelqu'un en disant, ben, voilà, ta vie a été si courte, 22 ans, et qui m'a obligé, parce que tu es mort, tu m'as obligé à changer de direction. Sinon, bien sûr, j'aurais été aujourd'hui l'épouse d'un lieutenant-colonel ou d'un général. Eh bien, j'ai eu une autre vie qui m'a passionnée, la vie de sociologue, chercheuse, témoignant de la société contemporaine. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté aussi sympathiquement. Merci. Je voulais ajouter je voulais ajouter quelque chose. En vous écoutant, je me demandais s'il n'était pas prévu que les étudiants en sciences, en lettres, etc., n'aient pas très facilement le moyen d'échapper au service militaire, à la guerre d'Algérie. Parce que d'année en année, quand on était étudiant, qu'on ait des diplômes ou pas, on pouvait repousser l'âge du service militaire. Ça faisait des intellectuels ou des râleurs en moins, puisque nous, à Rennes, je suis de votre classe aussi, hein, je suis de 39, nous, à Rennes, nous manifestions non à la guerre en Algérie, voilà. Et les flics
étaient là. Et les manifestants se retrouvaient d'abord dans le bus, dans le car des flics, ensuite au commissariat, et en nous jetant dans les voitures, on nous disait « Allez, en Algérie !» Et donc, dans la tête des policiers, il y avait bien cette idée que tous ces étudiants, c'était tout petit, à la fac de lettres à Brest, à Rennes, c'était tout petit. La fac de droit, etc., tout était petit, on était très peu nombreux à faire des études, et ça me paraît évident, là, ça faisait des râleurs en moins, peut-être des mauvais exemples en moins parmi les soldats. Oui. Parce que j'ai fait mon service militaire quand même dans l'infanterie de marine, et il y avait toujours cet esprit de se méfier des intellos, parce qu'ils râlent, parce que c'est vrai, on tenait tête. Moi, à la fin, on m'avait mis dans un bureau, mais et les guerres coloniales existaient toujours. J'ai failli partir à Djibouti, peut-être. Une Nouvelle-Calédonie. Alors, pendant une nuit entière, tout le régiment embarquait des armes, des provisions, des munitions dans des camions, les camions de l'armée. Voilà. Je voulais signaler autre chose. Un livre est paru un peu tard pour que j'invite son auteur. Alors là, on revient au breton. Herman Evenou, enfant pied noir, a écrit un livre sur l'aventure des pieds noirs qui, au moment de la guerre d'Algérie, doivent quitter leur pays. C'est une petite communauté de Bretons qui parlent toujours breton, qui sont en Algérie et que l'on force à partir. Alors Herman Evenou est déjà venu et peut-être qu'il reviendra nous parler de son livre en breton. Lugal et Milige d'Arbara d'Oscolet, c'est-à-dire le paradis perdu, les enfants maudits du paradis perdu. Ça en dit long sur la vigueur du texte. Voilà. Merci beaucoup. Oui, pardon. J'étais petite fille quand on a fait appel aux ateliers, et je me souviens que dans la cour de récréation, c'était notre hantise de se demander si notre père allait partir à la guerre d'Algérie. Et j'étais dans une petite commune du Morbihan, et je me rappelle, c'était Paul Yvel qui était notre député à l'époque, des retours des corps. Et on vivait dans cette hantise-là, enfin j'avais 7-8 ans, même pas, et en fait on vivait dans la hantise de voir, donc on savait bien ce qui se passait réellement, puisqu'on vivait dans la hantise de voir notre famille proche partir. On était un peu préparés aussi parce que tout jeune à Pont-l'Abbé, j'ai participé aux funérailles de garçons tués à la guerre en Indochine. Moi aussi. Ouais. Parce que dans les écoles, à l'époque, justement, on accompagnait, dans une petite commune du Morbihan, et en fait, on accompagnait justement au monument aux morts la famille qui avait un soldat décédé lors d'une de ces guerres coloniales. Et je me souviens de voir justement Paul Yvel, député, dire « il est mort pour que vive la France ». Et je me posais peut-être la dernière question. Il était très facile, étudiant, d'obtenir un rappel, je crois que c'est comme ça. Un sursis. Parce que nous manifestions contre la guerre en Algérie. Et les flics, en nous jetant dans les bus, disaient « Allez, en Algérie !» Et parce que le manque de râleurs, d'intellectuels parmi la troupe, ça devait aider le bon fonctionnement. Oui. Ouais. Il faut dire une chose, c'est que pour les Français, officiellement, il n'y avait pas de guerre,
il y avait des événements en Algérie et des opérations de police. Sur le fait que ceux qui ont combattu en Algérie, après ou même militaires de carrière, on peut parler, c'est quand même d'une certaine manière une guerre sale et une guerre perdue. Ce qui fait que pendant des années, on n'a pas parlé. On peut faire la comparaison avec les déportés qui, au retour de la déportation, n'ont pas non plus parlé. Il y a une sorte de honte, entre guillemets, à avoir participé à cette guerre, dans la mesure où, après 62, une fois l'Algérie indépendante, même si les accords d'Évian n'ont absolument pas été respectés par les Algériens, on n'en a plus parlé. Le film 20 ans dans les oreilles, c'est Oui. le titre de votre livre. À partir du moment où on parle Aurès, on pense à ce film. Elle a montré une image de l'armée terrifiante. Oui. Même si on sait que les erreurs sont des deux côtés, les gens pensaient que vraiment les Français se sont conduits là-bas comme Pardon, mais c'est avéré aujourd'hui quand même que l'armée française a eu un comportement plus que discutable. C'est le type de guerre. C'est le type de Et guerre qui en veut ça. même temps, certains étaient préparés, enfin, comme vous disiez au début, hein, est-ce que tous ont été mêlés à ça ou est-ce que c'est les factions qu'on regarde L'armée française a aussi tiré les leçons de l'Indochine, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'imitation de ce que le Viet Minh faisait par rapport aux populations, qui a été reportée dans l'armée française par rapport aux populations en Algérie. Comme vous le disiez, c'est pas une guerre frontale. Non. Et donc, Et la avec plupart, les règles habituelles de la guerre, entre guillemets. la plupart des officiers qui ont mené la guerre d'Algérie étaient des anciens d'Indochine. Et la plupart entraient avec Dien Bien Phu et la honte de la perte. On a perdu l'Indochine, on ne peut pas perdre l'Algérie. Et c'est ce qui a amené à renforcer les troupes et à prolonger et à dire on ne peut pas perdre l'Algérie. Et puis, en même temps, ces officiers avaient connu l'abandon des supplétifs vietnamiens qu'on a laissés aux mains du Viet Minh en partant, comme les harkis. comme il y a, oui. Mais en même temps, sachant que, enfin, effectivement, les jeunes n'avaient pas tous un sens politique. C'est très difficile à 20 ans en plus. Mais au niveau gouvernemental, comment ont-ils fait durer cette guerre? Ils devaient savoir quand même qu'elle était perdue. De Gaulle, quand il a fait son discours ambigu, parce qu'ils auraient économisé des vies des deux côtés. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Oui. C'est incompréhensible. Il avait été élu pour sauver, alors non. Il avait été choisi en 58 pour soi-disant garder l'Algérie française. Donc Il y avait des intérêts économiques. Non, mais Oui, il y a toute une série de ratés. C'est que quand vous parliez de la Toussaint 54, on va arrêter des gens comme Ferrat Abbas, des modérés, des gens qui étaient plutôt partisans d'une autonomie que d'une indépendance, parce qu'on ne connaît pas le FLN. Donc on se coupe de la partie, disons, avec laquelle on pourrait négocier. Il semble qu'il y ait eu une tentative de négociation en 1956 avec Guy Mollet, mais qui s'arrête brutalement lorsque les militaires français arrêtent l'avion où se trouve Ben Bella, Oui. qui était et à ce moment-là, disons, l'embryon de négociation s'est arrêté. Et après, bon, on arrive à 58, quoi. Il y a eu encore d'autres tentatives qui ont été arrêtées parce qu'il y a eu une série de crimes par le FLN. On dit non, on ne peut pas continuer à négocier. Donc ça a été ainsi reporté pour jusqu'en 70. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était l'époque des grands frères dans les familles, c'était la terreur de partir en Algérie, même si oui. la censure, on savait que la guerre était terrible. Ah oui, bien sûr, oui.